Bonjour à tous. C'est avec un immense honneur et un non moins immense plaisir que nous vous accueillons, vous, les courageux, qui de bon matin, un samedi qui plus est, ont daigné quitter leur pénate, leur lit douillet pour nous rejoindre à l'occasion de ce nouveau colloque organisé par IDNF avec le mouvement politique citoyen que nous saluons. IDNF est une jeune association. L'acronyme signifie Initiative pour la défense de la nation française. Nous ne sommes pas un parti politique et avons pour objectif, ambition, de former, informer, mais plus particulièrement de défendre la nation française et sa souveraineté. J'en suis l'heureux président. Je suis aussi heureux parce que notre action, elle est noble. Et si la tâche est lourde, ardue, elle n'en demeure pas moins porteuse d'espoir pour l'ensemble de nos concitoyens. Enfin, pour terminer ce petit préambule, et ce sera la première pointe d'humour, je tiens à préciser que contrairement à certaines rumeurs complètement infondées, suite à mes différents passages radio sur Radio Courtoisie, Tocsin, Géopolitique Profonde, Sud Radio, je ne suis pas Jeff Bezos. Ce qui distingue Jeff de mon humble personne, au-delà de la fortune, ça va sans dire, c'est que je suis bien trop respectueux des livres, des librairies, et qu'il ne me serait certainement jamais venu à l'idée de détruire ce pan entier de la culture en instaurant un modèle, certes, diablement efficace d'un point de vue économique, mais tellement dénué d'humanité. Je veux parler des plateformes. Arrêtons-nous quelques instants sur Jeff et Amazon et ce phénomène de plateformisation de l'économie. Si cette société réalise aujourd'hui de confortables bénéfices, il n'en a pas toujours été ainsi. Si je ne m'abuse, pendant les 15 premières années de son existence, elle était constamment en déficit. Elle perdait de l'argent. Tout en proposant pourtant des services à bas prix, très bas prix, livraison gratuite notamment. Cette structure a progressivement cannibalisé une économie, fait le ménage autour d'elle, pour devenir bien évidemment, aujourd'hui, incontournable, puisqu'elle est presque seule. Et puis vendre aujourd'hui tout et n'importe quoi. Alors elle n'est pas seule responsable, il y a le consommateur aussi. Qui n'a pas eu recours à ces services en passant une commande à 11h du soir, afin d'être livré d'une gomme sous 24 heures. Livraison gratuite bien sûr, car premium. Livraison bien évidemment assurée par des petits transporteurs payés au lance-pierre, à partir d'entrepôts gigantesques, complètement automatisés, dont la manutention est assurée par des salaires à bas coût. Pour ceux qui ne le savent pas, les toutes commissions pratiquées par ces plateformes tournent aujourd'hui autour de à peu près 30% du chiffre d'affaires de leurs propres clients. Alors, autant vous dire que pour bon nombre d'entre eux, cela revient à donner leur marge, tout simplement, à Amazon. Moi, j'appelle pas ça du développement, c'est plutôt de la survie. Et j'appelle pas ça du taux de commission, mais de l'usure. C'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui sur à peu près toutes les plateformes et auxquelles ont recours certaines entreprises, de plus en plus nombreuses, entreprises françaises. Donc Amazon, Uber, Uber Eats, Deliveroo. Les bénéfices engrangés par ces mastodontes repartent illico aux États-Unis pour être distribués aux actionnaires, accessoirement financer les retraites américaines. Et, j'oubliais, petite cerise sur le gâteau, sans trop payer d'impôts en France. Je ne sais pas si vous connaissez le taux d'impôt sur les sociétés d'Amazon en France. En 2023, il était de 5,4%. On est assez loin des 15% pour les taux réduits, taux réduits généralement pour les petites entreprises, et 25% pour les entreprises plus importantes. Alors certains appellent ça de la lucidité économique, de l'investissement, et se félicitent de l'attractivité française, en applaudissant des deux mains. Bon, là aussi, il faut savoir lire entre les lignes. L'attractivité, c'est quand un investisseur étranger consent à placer son argent en France et, c'est normal, engranger des bénéfices substantiels. De ce point de vue, la France présente de belles caractéristiques pour les investisseurs étrangers. On a un droit du travail qui a été quand même sérieusement écorné depuis 2012. On a une population qui est somme toute éduquée, instruite, et moins chère que les voisins. On a un mécanisme de réduction sur base salaire qui permet de réduire drastiquement le taux de charge patronale de 42 à 0%. Ce qui explique d'ailleurs que le taux aujourd'hui moyen de charge patronale n'est pas à 42, mais il est autour de 27%.
Et puis aussi, on a des aides à l'implantation sous forme d'exonérations fiscales diverses et variées. Donc, quelque part, on a organisé une forme de pillage, en règle, des richesses françaises. Ce pillage est d'autant plus choquant qu'il contribue à la paupérisation des Français et il accélère notre déclin. Notre dépendance aussi. Cette dépendance se constate à tout niveau, macroéconomique, microéconomique, social, mais aussi dans le domaine de la diplomatie, juridique, institutionnelle, politique, et j'en passe. Macroéconomique parce qu'avec une dette publique qui a explosé sous les effets négatifs des politiques menées depuis la crise des subprimes et de la crise Covid, quand notre masse monétaire a été multipliée par 2,6 de 2008 à 2024, le PIB, lui, a augmenté péniblement de 4%. Il y a eu un ruissellement là, qui est parti quelque part, hein, je cherchais l'erreur. Alors si le niveau de la dette est problématique, mais pas insurmontable, le souci viendrait plutôt de nos créanciers, qui eux sont étrangers. Hein, 60% de notre dette, en gros, est détenue par des étrangers. Donc nous avons des comptes à leur rendre. Notre dépendance, elle est aussi microéconomique. Je soulignais tout à l'heure les effets néfastes de ces plateformes étrangères qui cannibalisent les marchés. Mais là aussi, il est peut-être utile de rappeler que la moitié du capital des entreprises françaises, du CAC 40, est là aussi détenu par l'étranger. Donc nous sommes aussi contraints au diktat des fonds de pension, réclamant toujours plus de rentabilité et de versement dividendes. Notre dépendance se retrouve aussi sur le terrain diplomatique, en série que nous sommes dans des instances et organisations dans lesquelles notre parole est diluée et donc affaiblie, l'OTAN, l'Union européenne et d'autres. C'est aussi une dépendance juridique, quand nos lois sont aujourd'hui très largement, trop largement, inspirées par le modèle anglo-saxon, et quand nos institutions ne deviennent que l'antichambre d'une Europe imposant la transposition de directives ou l'application de traités se substituant à notre propre constitution. Cette dépendance est aussi normative. Pour prendre un sujet que je connais bien, en l'occurrence la comptabilité, les normes anglo-saxonnes sont bien celles appliquées à peu près partout dans le monde. Et ce sont bien elles aussi qui ont permis la crise des subprimes en 2008, en permettant cette ineptie qu'est le concept de juste valeur, la fair value. Tous ces éléments mériteraient d'être développés un à un dans un colloque qui leur serait dédié. Donc je ne vais pas m'étendre davantage, et ça illustre un petit peu la situation actuelle du pays en matière de dépendance. Alors vous me direz, doit-on se couper du monde? Doit-on ériger en dogme un protectionnisme brutal face à cette mondialisation qui broie les nations et les identités? Après tout, la France, aussi puissante, aussi écoutée fut-elle dans le passé, s'est toujours ouverte au monde. Cet œcuménisme a toujours été sa spécificité, sa modernité, son rayonnement. Se replier sur soi, se couper des autres est une position intenable, complètement folle. Alors d'où vient le mal qui nous ronge? Pourquoi toutes ces fractures aujourd'hui? Pourquoi ce sentiment au fond de nous que plus rien ne va? Les anciens sont toujours nostalgiques d'un passé lointain et se souviennent de leur jeunesse. On dit souvent, c'était mieux avant, tout fout le camp. En perdant notre souveraineté nationale, ne nous sommes pas tout simplement perdus nous-mêmes et notre identité. Nous vivons aujourd'hui une crise existentielle, aux implications particulièrement douloureuses. Elle est la cause de toutes les crises. Cette crise, bien sûr, c'est la crise de la souveraineté individuelle et collective. Notre nation, au passé glorieux, au patrimoine culturel richissime, au mode de vie longtemps envié, à la parole diplomatique écoutée, car la France est une nation de paix, cette nation n'est plus l'ombre que d'elle-même. Nous nous sommes vidés de notre substance. Et nous ne décidons plus de notre destin. Le plus difficile, quand je prononce ces paroles, le plus difficile à digérer, c'est que ce sont bien nos propres choix qui nous ont conduits à cette situation. Nos hommes politiques, bien sûr, mais aussi nous-mêmes, en détournant notre regard et en refusant d'affronter la vérité en face. Alors aujourd'hui, c'est une expression un peu à la mode, nous traversons des crises. Une véritable crise démocratique. Est-ce la faute de nos hommes politiques, que certains disent incompétents, corrompus? Bon, petite parenthèse, c'est très facile de critiquer quand on ne fait rien.
Mais est-ce la faute de nos hommes politiques ou bien est-ce notre constitution, malade de l'Europe? La défiance du peuple envers les hommes politiques est telle que l'on en vient à envisager des solutions hasardeuses. Puisque le mandat représentatif ne fonctionne pas, ayons recours au mandat impératif. Généralisons le RIC, organisons des comités de salut public. Bon, pourquoi pas? Mais là aussi, parenthèse, franchement, de vous à moi, vous en connaissez beaucoup, vous, des personnes qui veulent prendre des responsabilités et les exercer? Vraiment? Nous traversons une crise internationale majeure avec la multipolarisation du monde, sans toutefois peser sur les décisions. Nous étions convaincus, je pense à peu près tous dans cette salle, en 1989, à la chute du mur, que voilà, ça y est, l'Occident avait gagné. Les tensions internationales s'évanouiraient d'elles-mêmes. Le camp du bien avait triomphé contre celui du mal. Rétrospectivement, des deux systèmes en compétition à cette époque, n'est-ce pas tout simplement le moins abîmé, le moins gangréné qui a gagné? Les pouvoirs se sont déplacés. Faut-il suivre Trump? Faut-il suivre Poutine, la Chine, les BRICS? Serons-nous la 51e étoile de la bannière américaine? Ou saurons-nous dire non et être nous-mêmes? Nous traversons aussi une crise de notre modèle social, dont l'intergénérationnalité, cette exception française, était une bénédiction. Elle cimentait la société. Nous faisions corps avec elle. Nous nous comportions en famille et non en individus esselés. Répartition contre capitalisation. Ce sont pourtant nos décisions, avec notamment le recours à des sociétés privées, qui ont fait exploser ce système et favoriser l'émergence d'intérêts privés au détriment du bien commun. Nous traversons une crise sécuritaire, indéniablement. Mais l'insécurité a toujours existé. Le fait nouveau est l'absence totale de réponse adaptée pour juguler le problème. Défaillance de la justice, incompréhension de l'échelle des sanctions, moyens absents et inadaptés à la présence d'une nouvelle délinquance, et le peuple dans tout ça. À chaque fait divers, on lui demande de faire une marche blanche, de déposer des bougies, des fleurs, et de rentrer à la maison en attendant le prochain fait divers, qui ne manque pas de se produire dans la quasi-indifférence générale. On s'indigne, mais à petite dose, surtout lorsqu'on n'est pas concerné. Cette crise sécuritaire est fortement corrélée à la problématique de l'immigration, véritable pourvoyeuse de pauvreté et de misère. En accueillant massivement des gens dont on ne sait rien, nous acceptons la présence de trafics en tout genre, les violences et les drames. Il aura fallu la crise Covid pour qu'une prise de conscience s'opère sur l'ensemble de la population au sujet de notre système de santé. Car, reconnaissons-le là aussi, pour beaucoup d'entre nous, notre système restait l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur. Et puis patatras, nous étions incapables de produire des masques. Pas les masques de super-héros, mais de simples masques avec du fil et du tissu. Au pays de Pasteur, nous en sommes arrivés à douter, puis à refuser la vaccination. Les mesures prises par nos gouvernants s'enchaînaient les unes après les autres, idiotes, crétines pour la plupart. On pouvait se faire soi-même des autorisations de sortie. On pouvait prendre un café debout, mais pas assis. Puis le comique a laissé place au tragique. On a laissé mourir nos vieux dans les EHPAD. On a terrorisé nos propres enfants. Je me souviens encore de cette photo où l'on voit des enfants accroupis en cours de récréation avec interdiction de sortir d'un cercle tracé au sol, à la craie. Complètement dingue. On était devenus complètement dingues. Après ça, on s'étonne qu'il y a des fractures. Et on s'étonne qu'il y a de la défiance envers ceux que l'on a mandatés pour nous protéger. Et on s'étonne de ne plus être en capacité d'être libre, d'être souverain et non plus sujet. Le tableau serait incomplet si nous n'évoquions pas le rôle de la communication, de la diffusion de l'information, de son contenu et de ceux qui ont largement participé à la dégradation des rapports sociétaux. Vous l'aurez compris, les médias, les merdias, comme disent certains. S'il fut un temps où nous ne disposions pas assez d'informations, s'il était difficile, long, de disposer d'une information de qualité, ce temps-là est révolu. Mais avons-nous gagné au change? Cette pléthore d'informations nous noie dans du bruit. Vous savez, ce genre de bruit qui vous empêche de vous concentrer et dont il ne sort généralement rien. Alors on s'exprime, on gesticule, on donne son avis en 1 minute chrono, voire moins, sur un réseau social qui n'a de social que le nom, quand il ne s'agit que d'une somme d'individualités égocentrées.
on cause toujours. Et puis ce qui s'apparentait à une liberté totale de dire tout et n'importe quoi, a progressivement laissé place à des mesures anodines de restriction de l'expression. Et nous sommes passés gentiment, mais sûrement, du cause toujours à tais-toi. C'est que Internet, TikTok, Facebook, YouTube, Telegram, les influenceurs, les likes, ça vous construit une réputation comme ça vous la détruit en moins de temps qu'il ne faut pour que Brigitte ne devienne Jean-Michel. On ne parle pas encore de comité de la censure, mais on y vient doucement. Et vive le crédit social. Alors voilà un panorama pas vraiment reluisant, un peu sombre, d'une époque que nous traversons, difficilement. Nous sommes loin de l'insouciance des Trente Glorieuses. Une période de transition, à n'en pas douter. Transition technologique, transition politique, humaine aussi. Avec la perte des valeurs morales les plus élémentaires, nous avons glissé en l'espace d'un peu plus de 50 ans d'une société fière d'elle-même, croyant à la vie, à une société légiférant sur la mort. Une transition qui faisait dire à Gramsci, tout le monde connaît cette phrase, hein, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors il nous appartient, pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, de lutter contre ces monstres et léguer aux générations futures une nation débarrassée de ces fractures, reposant sur les piliers de la foi, des valeurs, de la famille et du bien commun. Je vous remercie.